Notre invité aujourd'hui est journaliste sportif, chroniqueur pour le Football Club de Marseille et également auteur du livre OM Bielsa, enquête sur une relation passionnante. Salut Mourad. Salut. Merci. C'est enquête sur une relation passionnelle. Passionnelle, pardon, Je t'en veux suis pas. autre part, hein, excuse-moi. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça va, tu es prêt à affronter les chroniqueurs? Je suis prêt, je suis prêt. Allez, on lance le générique et on se retrouve en plateau. Soyez le bienvenu dans l'After Game. À mes côtés, Isaac et Enzo. Bonjour les gars, ça va? Salut Lucas, tu vas bien? Ouais, ça va. Salut ça va, Mourad, ça merci va. d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est tout naturel. On connaît plein de monde de l'IEJ maintenant, donc c'est vraiment naturellement que j'ai accepté. C'est très gentil. Alors Mourad, avant d'évoquer ta vie et tes projets, débriefons ensemble le match d'hier soir des Marseillais. L'OM qui prend 12 points d'avance sur le 4e après sa victoire 2-1 face au LOSC. Marseille reste sur 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. A noter que Marseille était privé de Dimitri Payet hier soir et devrait faire son retour samedi prochain face à Nantes. Alors Mourad, qu'as-tu pensé de la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse lilloise? Je pensais que, encore une fois, c'est Villas-Boas qui a mieux résumé le truc. En conférence de presse, il a dit on a eu 70 minutes de football défensif et 20 minutes de football offensif, et ça résumé un petit peu tout. Alors, si on sort juste du contexte purement du match, on peut se dire que c'est ultra important d'aller gagner à Lille. Là, je vois vraiment pas comment la Ligue des Champions pourrait nous échapper. Et si on se concentre vraiment sur le contenu du match, dire voilà, c'était pas la panacée pendant 70 minutes, mais après la force de réaction de cette équipe, c'était quand même assez impressionnant, et ça a fait vraiment plaisir de retrouver un OM qui se projette à beaucoup dans la surface de réparation. Et pour moi, c'est comme ça que Villas-Boas a gagné beaucoup de crédit à mes yeux en pratiquant ce football offensif, donc j'étais satisfait de revoir ça. Non, j'espère le revoir un peu plus longtemps, mais surtout, au-delà de ça, il a déjà pratiquement rempli l'objectif qu'il s'était lui-même fixé. Isaac, qu'en penses-tu? Ah oui, une très belle victoire hier soir de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Lille, étant donné que déjà les circonstances n'étaient pas en faveur de l'OM, vu que l'Olympique de Marseille aurait pu perdre 2-0. Heureusement que le second but a été refusé pour une position de hors-jeu, et ensuite le penalty raté de Valentin Rongier. Voilà, l'Olympique de Marseille a bien, en tout cas, renversé la tendance et a pu s'imposer 2-1 grâce à, voilà, on va dire que Valère Germain a été impliqué sur les 2 buts et Dario Benedetto qui inscrit le second but. Donc très content, l'Olympique de Marseille, mais maintenant le LOSC a 12 points d'avance et Rennes a 11 points d'avance. Il a mis tous ses concurrents là, loin dans le rétro, donc maintenant on peut se concentrer sur autre chose, j'ai envie de dire. Enzo. Moi j'ai bien aimé, surtout, je vais mettre un point positif sur la rentrée de Marla Ake, que j'ai bien aimé. Il a été mais d'ailleurs c'est lui qui envoie une magnifique passe sur Valère Germain sur le 2e but, mais aussi j'ai bien aimé son implication défensive parce qu'il a beaucoup aidé Jordan Amavi sur le couloir gauche. Et après, pour parler plus du match, j'ai bien aimé l'esprit d'équipe que l'OM a fait par hier, comme on le voit depuis le début de la saison. On voit que tous les joueurs sont avec Villas-Boas, que Villas-Boas c'est un coach qui est proche de ses joueurs. Et je pense que c'est bien aussi de revoir ça à l'Olympique de Marseille, la cohésion avec les supporters. On l'a vu en fin de match, tous les joueurs ils ont fait un aux-arts avec les supporters. On a vu que le stade lillois, on ne sait pas si c'est joué au Vélodrome ou si ça se jouait à Lille. Donc voilà, je pense que c'est la victoire phare de ce début de 2020, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2020, l'OM, c'était pas trop ça dans le jeu. On se contentait du 0-0, voire du 1-0, du peu. Et cette victoire peut lancer encore plus les Olympiens sur la route de la Ligue des Champions. Faut pas oublier qu'on a gagné à Rennes aussi, et donc tu as 2 victoires chez tes 2 principaux concurrents. Aussi, voilà, mais vraiment au niveau du classement, Rennes et Lille, c'était 2 poursuivants, et tu as gagné à Rennes et à Lille. Donc vraiment dans ce championnat,
Villas-Boas a aussi dit, j'ai l'impression d'être un peu le porte-parole de Villas-Boas, mais à qui j'ai des choses à reprocher aussi, mais il y a beaucoup de choses positives, et donc il a aussi dit, on est la deuxième meilleure équipe, on est la meilleure équipe de France si on enlève le Paris, si on enlève le Paris Saint-Germain, c'est Galacticos. Donc voilà, je pense qu'il a un peu tout dit. On a battu le 3e et le 4e. En plus à l'extérieur, donc c'est tout à fait à son honneur de dire cela. Puis l'OM est la seule équipe qui a de la régularité dans tout ce qu'il fait en France, donc à part le Paris Saint-Germain bien sûr, mais qui joue dans un autre championnat. Donc en effet, c'est quand même un gros boulot qu'il a fait. Alors Mourad, tu parlais de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions tout à l'heure. Penses-tu que cette victoire hier soir face à Lille assure déjà la place, la qualification de Marseille en Ligue des Champions ? Alors, techniquement, il reste quelques victoires à aller chercher, mais il reste donc 13 journées. Et je pense que vraiment, tu fais 4-5 victoires sur ces 13 dernières journées, tu seras en Ligue des Champions. Tu seras à minima sur le podium si tu fais 4-5 victoires. Et il n'est pas dit que même simplement avec 4-5 victoires sur 13 matchs, tu n'assures pas la seconde place. Donc, tu vois, techniquement, on va encore nous dire, et puis il faut se préparer à entendre Villas-Boas dans les semaines à venir dire non, c'est pas encore fait, etc. C'est normal, c'est le jeu, etc. Mais bon, c'est pratiquement fait, quoi. Isaac, d'accord avec Mourad ? Oui, totalement d'accord. La qualification c'est bon, l'Olympique de Marseille devrait retrouver en tout cas la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Maintenant, la question se posera, est-ce que l'Olympique de Marseille fera figuration ou jouera à fond cette Ligue des Champions ? C'est une toute autre question qui se posera sûrement à la fin de la saison. Qu'est-ce que tu appelles jouer à fond la Ligue des Champions ? J'appelle cela vraiment ne pas faire figuration, vraiment aller avec de l'ambition, vraiment de l'objectif. Ça passera par un bon mercato estival, car l'Olympique de Marseille a besoin de joueurs. On a vu que cette saison... Il n'y a pas d'argent. C'est vrai qu'il manque de l'argent, mais bon, après... L'Olympique de Marseille peut vendre 1 ou 2 joueurs, essayer de récolter une certaine somme d'argent. Mais en tout cas, voilà, les joueurs ne veulent pas faire de la figuration dans cette compétition qui a tant manqué à ces joueurs-là et aux supporters. Donc c'est vrai que c'est bien beau de se qualifier, mais c'est autre chose de la jouer en tout cas. Ouais. Enzo. Ouais, ben après oui, la qualification pour moi est acquise, parce que quand on regarde la suite du championnat, l'OM reçoit Nantes, il y a des adversaires comme Nîmes, même s'ils vont jouer le maintien, ça a la portée de l'Olympique de Marseille. Amiens, donc voilà, c'est des concurrents, pas des concurrents directs, et des concurrents plutôt dans le maintien, donc l'OM doit gagner ses matchs, et ça va permettre aussi à Villas-Boas de plus faire tourner, de plus mettre en avant les jeunes, de plus faire opposer des cadres comme Valentin Roger, comme Morgan Sanson, comme Tchalé Tatsar qui ont enchaîné les matchs, et je pense que oui, Villas-Boas va savoir gérer pour aller en Ligue des Champions, mais je pense que là oui, ça a assuré 11 points sur Rennes, 12 points sur Lille. Si l'OM ne finit pas sur le podium, ça serait une catastrophe. Mourad, quels sont les 3 enseignements de la rencontre pour toi ? Alors, les 3 enseignements que j'ai donnés hier, donc c'était le classement, un podium pratiquement assuré. C'était la confiance pour les attaquants, parce que mine de rien, je continue à dire qu'ils n'ont pas été bons dans le jeu, mais les 2 attaquants ont été décisifs, et que lorsque l'OM se met à jouer, ils sont capables de produire du jeu. C'est ce que j'avais retenu hier soir à chaud. Enzo, sur le 3e enseignement, il a tout à fait raison, Mourad, parce que quand on regarde le 2e but, c'est une sortie de balle, 12 passes avant d'arriver au but, presque toute l'équipe a touché le ballon. Donc c'est ça aussi qu'il faut pointer du doigt, parce que quand on entend beaucoup dire que l'équipe de Villas-Boas ne joue pas bien, c'est plus sur un pressing haut dès la part des milieux de terrain, mais quand on voit ce que l'OM est capable de faire, voilà, l'OM est capable de développer du jeu, de sortir propre. On a vu des jeux en triangle, des jeux en carré. Et après, oui, les attaquants ne sont pas, à l'instar de Dario Benedetto, qui est moins présent dans le jeu. Mais il a marqué, ça peut peut-être le remettre en confiance. On attend de voir la suite. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit. Donc maintenant, l'OM de Villas-Boas est catalogué comme une équipe défensive. Mais c'est un petit peu, de toute manière, c'est le football, c'est la culture de l'instant. Il ne faut pas oublier que ça a été une équipe offensive à l'automne, qui a eu des matchs qui étaient très plaisants à voir. Et que maintenant, en effet, depuis le début de l'année civile 2020, c'est plus difficile dans le jeu. Mais voilà, comme tu l'as dit, il ne faut pas oublier non plus qu'elle a su montrer qu'on pouvait créer du jeu. Mais il s'est consolidé sur une bonne défense avec la doublette Alvaro et Tchalé Tatsar, et même devant Camara en 6 qui a su replacer en 6. Il faut le noter quand même, 2e meilleure défense à 22 buts encaissés, sachant que Paris a encaissé 21 buts. Et en mettant en valeur quelqu'un comme Douillet Tchalé Tatsar, qui est jeune, qui est technique, qui est très bon. C'est la 3e meilleure défense, je crois. Je crois que c'est Reims qui a la meilleure défense. Ah oui, 3e meilleure défense avec 22 buts.
Isaac. Ah oui, l'Olympique de Marseille, comme vous l'avez dit, a su renverser la tendance, a su vraiment, voilà, n'a pas joué la défaite et le match nul, vraiment est allé chercher cette victoire. C'est vrai qu'on reprochait, moi le premier, beaucoup le jeu de l'Olympique de Marseille qui était un peu ennuyeux, mais hier c'était un bon match. L'Olympique de Marseille a bien joué et voilà, à l'instar de ces deux attaquants, a su arracher cette victoire très importante en tout cas, qui est peut-être la plus belle victoire de cette saison. Alors, Isaac parlait tout à l'heure de Valentin Rongier. Un mot peut-être sur le pénalty raté de Valentin Rongier. Mais je pense qu'il a dit, lui, en zone mixte, que c'était un exercice technique et que, voilà, il s'était raté. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que Mike Maignan est sans doute le meilleur spécialiste que l'on ait en France, si l'on accepte l'Albatros qui était sur le banc. Donc on ne peut... voilà. Mais sinon, à part ça, non, Mike Maignan est très bon sur les pénaltys. Valentin Rongier s'est un peu raté. Je sais que si l'OM ne s'était pas imposé, il y aurait eu beaucoup de critiques sur le fait que Dario Benedetto et Valère Germain n'aient pas pris leur responsabilité là-dessus, mais il y avait une hiérarchie qui avait été mise en place avant le match, donc voilà, Valentin Rongier a été désigné, il a pris ses responsabilités, il a loupé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Des fois le football c'est aussi simple que ça, mais on aime bien parler. Moi le premier, on aime beaucoup comprendre ce que ça veut dire, etc. Mais là je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça à dire. Enzo. Mais je pense que ouais, comme l'a dit Mourad, c'était une hiérarchie mise par André Villas-Boas, qu'il a dit d'ailleurs en après-match, c'était soit Sanson, soit Rongier. Et voilà, après on sait que Rongier en ce moment devant les buts, c'est pas trop ça. On voit qu'il rate pas mal d'occasions. Et quand il a pris le ballon, moi le premier, je me suis dit, bon allez, ça peut peut-être le remettre en confiance devant le but. Au final, c'est plus un penalty arrêté par Mike Maignan qu'un penalty raté, parce que il va quand même la chercher, même si le penalty n'est pas bien tiré. Extraordinairement bien tiré. Il est pas très bien tiré. Il manque un peu de puissance, un peu de côté, mais bon, c'est Mike Maignan qui l'arrête. Après, on verra dans les semaines suivantes. Voilà, c'est ça. Dans les matchs suivants, s'il y a d'autres pénaltys, le retour de Maestro Payet. Le plus important, c'est les 3 points, la victoire. Donc voilà, ça va un peu camoufler son penalty manqué. Parce que je le trouve pas extraordinairement bien tiré, mais pas non plus très mal tiré comme celui de Aaron Leia Iseka ce week-end. Je sais pas si vous avez vu contre Toulouse, qui était importantissime. Voilà, il choisit aucun côté, il le tire en plein milieu à la parfaite hauteur pour Benitez, et ça c'était un penalty qui était mal tiré. Celui de... il a presque en marchant, il est allé le tirer le penalty. Voilà, c'est un petit peu ça. Rongier, c'est peut-être plus un penalty, un geste technique d'un joueur pas en confiance. Isaac, un truc à rajouter sur le penalty raté de Rongier? Non, c'est bon, plus rien à rajouter, tout a été dit. Parlons maintenant de la prestation de Steve Mandanda, qu'on surnomme le sauveur de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu en penses, Mourad? Il n'y a pas grand-chose à dire. Un gardien qui te rapporte autant de points, voilà, il faut simplement le féliciter. C'est bien aussi de revoir Steve Mandanda, qui était l'an dernier vraiment au fond du trou au niveau des performances, relever la tête de cette manière. Et en effet, ça fait plusieurs fois que certains succès qu'on arrache, on ne serait plus en position d'arracher ces succès sans les arrêts de Steve Mandanda en première période. Et hier, il en sort 2 encore très beaux. Et même le but d'Osimhen, il la touche. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait des matchs de très bons gardiens, de niveau international. Les gars, sur Steve Mandanda, Enzo. C'est exceptionnel, le comeback d'El Fenomeno. L'année dernière, il était critiquable parce qu'au vu de la saison qu'il a faite, c'était très moyen. On voit même sa remise en forme cet été lui a fait énormément de bien. Et moi, je veux juste pointer une personne, c'est Will Court. Will Court, l'entraîneur des gardiens, qui doit faire un travail exceptionnel. Même lui, même Steve Mandanda le dit. Et je pense que ça aussi, ça a dû remettre en confiance le gardien marseillais. Il nous apporte des points, il apporte énormément de points à l'Olympique de Marseille. Et si l'OM est sur le podium en fin de saison, ça sera l'acteur majeur de cette qualification en Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il a tout vécu à l'OM, il a vécu des moments difficiles. Je me rappelle d'une époque avec Michel, quand il a presque sauvé l'Olympique de Marseille de la relégation. Il a vécu les moments les plus beaux quand il y avait Didier Deschamps, les trophées en Coupe de la Ligue et les trophées en championnat. Donc je pense que ça serait une belle récompense pour lui d'aller en Champions League, et pourquoi pas faire l'Euro avec l'équipe de France, même si Hugo Lloris, la hiérarchie est numéro 1, malgré une saison très compliquée. Même son retour est très compliqué avec Tottenham. Isaac, d'accord avec Enzo? Totalement d'accord avec Enzo et Mourad. Comme l'a souligné Mourad, sur les 2 arrêts en première période de Mandanda sur Rémy et sur Osimhen, voilà, l'Olympique de Marseille parvient à remporter cette rencontre. Et l'Olympique de Marseille, cette saison, se repose sur un grand Steve Mandanda, un grand Dimitri Payet. Et voilà, c'est tout à son avantage. Alors, fini de parler de l'île Marseille, on va parler maintenant de toi, Mourad, si tu le veux bien. Alors,
Tu es journaliste spécialiste de l'Olympique de Marseille pour le Football Club de Marseille, à qui on passe le bonjour d'ailleurs. Et le football, tu le dis, c'est ta vie. Hein. Et vous avez longtemps travaillé en Ukraine. Vous parlez le russe d'ailleurs. Tu parles le russe. Pourquoi l'Ukraine? Explique-nous un peu. Parce que ma compagne est ukrainienne. Mais j'avais été en Russie avant ça et j'ai toujours été attiré en fait par... c'est vrai que là c'est très 36-15, je raconte ma life, mais quand j'étais petit, j'étais un petit peu fasciné par les méchants dans les films de James Bond, dans les films d'espionnage, enfin dans tout cet univers qui était différent, qui était l'Union soviétique, et donc voilà, tout naturellement je suis parti en Russie, mais je suis parti en Angleterre aussi, pour apprendre l'anglais, mais aussi parce que j'aimais beaucoup ce pays. Et c'était simplement une passion, enfin c'est un intérêt culturel, voilà, pour les pays de l'Est. Et puis ensuite, après, j'ai rencontré en plus une Ukrainienne, donc voilà quoi. C'était le combo parfait. Voilà, c'est ça. On en parlait en préambule, en pré-générique. Tu sors ton livre, OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle. Publié aux éditions Amphora. Alors, avec la préface écrite d'ailleurs par André Villas-Boas, l'actuel coach marseillais. Déjà, pourquoi un livre sur Bielsa? Parce que c'est quelque chose. Parce que pour écrire un livre, il faut une histoire, et que ça a été une histoire extraordinaire, Bielsa à l'OM, avec des moments héroïques, des moments tragiques et de l'amour tout du long. Donc, t'as tous les ingrédients pour faire quelque chose de spécial, sans oublier tous les à côté qui disent beaucoup, je pense, de notre football. Il y a un sous-chapitre sur ses séances d'entraînement, un autre sur sa relation en conférence de presse avec les journalistes locaux, donc un autre sur sa relation avec les éditorialistes français, dans lequel intervient notamment Pierre Ménès et Didier Roustan, qui étaient un peu les deux faces de ce corporatisme, ou pro ou anti-Bielsa. Et en fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, ce mec dégage tellement de choses, et puis il m'a tellement marqué au niveau du football. Il m'a tellement marqué au niveau de ce que le football peut être, parce qu'on parle souvent de simples résultats, par moments même de résultats financiers. Et si le football c'est ma vie, c'est parce que le football, c'est beaucoup plus que ça. C'est des passions, c'est d'aller... Je sais pas, quand je suis parti en Argentine, donc avec ma compagne, une fois, je lui ai fait faire 200 km de stop pour qu'on puisse être dans une ville et pas dans un village là où on était, pour voir un match de l'OM en streaming, sur un streaming dégueulasse. C'était un OM Nantes avec Elibop, on a perdu 1-0, je crois qu'on n'avait même pas fait cadrer une frappe du match, mais il y a tout ça dans le football, il y a beaucoup plus que des résultats, ou beaucoup plus que ce que l'on donne parfois, et Marcelo Bielsa, il représente parfaitement ça. Alors, en plus à l'OM, qui est mon club, c'était la rencontre parfaite. Et pourquoi une préface écrite par André Villas-Boas? Parce que je pense qu'André Villas-Boas, sur ce truc de Bielsa, représente plus que du foot. Il est parfaitement dans cette idée-là, c'est ce qu'il dit dans la préface. Il a rencontré Bielsa, et en plus, donc je savais qu'il comprenait parfaitement ce qu'était Bielsa, et je savais aussi que maintenant il comprenait ce qu'était l'Olympique de Marseille, donc naturellement je lui ai demandé. Les particularités du livre, si tu devais nous les dire. C'est d'abord la passion, parce que pour moi Bielsa c'est une histoire passionnelle. C'est ce qui est trop souvent oublié dans le foot. Donc il y a beaucoup de supporters qui parlent. Alors il y a aussi des joueurs pros, des membres de son staff comme Franck Passy, des journalistes donc assez célèbres, moins célèbres, etc. Mais ce sont les supporters qui sont au milieu, et c'est raconter un autre football qu'on a eu la chance de vivre à Marseille. C'est ça la particularité de l'histoire de Bielsa, c'est un autre football qu'on a eu la chance d'avoir. Et pour revenir juste à André Villas-Boas, comment l'as-tu déniché pour écrire cette préface? Je joue au foot avec lui. C'est pas vrai. Non, je lui avais envoyé un message et il m'avait pas répondu. Et ensuite, vous avez dû voir qu'il a organisé un match entre les journalistes, suiveurs de l'OM, et, là, tu l'as rencontré. Et son staff élargi. Et donc voilà, à la fin du match, je lui ai dit, bon alors, vous me faites quand la préface? Et il en a ru, il a dit, ah oui, j'avais reçu ton message, c'est vrai, renvoie-moi un truc, etc. Et puis voilà, c'est comme ça. Et vous les gars, avant de parler du racisme dans le sport, que retenez-vous de ces années Bielsa? Isaac? Moi je retiens vraiment, c'était de très belles années, une très belle saison de Marcelo Bielsa à l'Olympique de Marseille.
comme tu l'as très bien dit, c'était un autre football qu'on a pu vivre à l'Olympique de Marseille. On sait tous que nous, les supporters, plus ou moins, on a de très bons souvenirs de Marcelo Bielsa. L'Olympique de Marseille a réalisé un très beau jeu. Ce qu'on ne voit, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'Olympique de Marseille à ce niveau-là, même si à la fin de la saison, l'Olympique de Marseille n'a pas pu arracher la qualification en Ligue des Champions et a vu Marcelo Bielsa quitter le club en très mauvais termes. Mais en tout cas, c'était une très belle saison que Bielsa a pu, et de très beaux souvenirs que Bielsa a pu apporter aux supporters de l'Olympique de Marseille et à tous les amoureux du football, car c'est un entraîneur qui inspire les plus grands. Je pense à Pep Guardiola qui a récemment tenu des propos élogieux envers cet entraîneur. Donc on a eu la chance de voir Marcelo Bielsa à l'Olympique de Marseille, comme l'a aussi souligné Mourad, c'était ton club de cœur, donc c'était le combo parfait. En fait, ce qui est important avec Bielsa aussi, c'est qu'il te fait rêver dans un football où tu rêves plus. Parce que, par exemple, en plus, le pire, c'est que je suis parfaitement d'accord avec la vision de OM-PSG par André Villas-Boas. Je pense qu'il a parfaitement raison. Bon, en conférence de presse, je vais quand même poser 2-3 fois la question, est-ce que c'est pas triste, tout ça, mais et je pense qu'il a parfaitement raison. Au MPSG, c'est plus le même, c'est plus sur le même niveau. Et la Ligue des Champions, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, mais qu'est-ce que ça veut dire pas faire de la figuration? Parce que tu sais que tu iras pour faire de la figuration. Donc moi qui ai vécu en Ukraine, le Dynamo Kiev faisait des parcours extraordinaires. Ils ont sorti 3 ballons d'or. Bah, c'est plus possible aujourd'hui. Donc le football, il fait plus rêver. En fait, le football aujourd'hui, c'est devenu une histoire de gros sous. Et en fait, Marcelo Bielsa, il vient et il te fait croire que tu vas être champion de France. En fait, il te fait rêver à ça. Et on a vraiment joué le titre jusqu'à la mi-temps de la 31e journée, lorsqu'on reçoit le Paris Saint-Germain, qu'on mène 2-1, que le stade est plein à craquer, qu'il y a le plus beau tifo à l'époque, au moins de l'histoire, qui a été réalisé pour ce match. Tu as donné le meilleur du football, c'est-à-dire que tu as réussi à créer avec une défense Morel Fanny, le rêve de jouer le titre. Et parce que après ça se passe pas très bien, mais c'est ça. Et ce qui manque à cette saison, en fait, qu'on est en train de vivre, les résultats seront meilleurs finalement, j'en suis pratiquement sûr, parce que vraiment c'est tout au crédit de Villas-Boas, mais t'as pas rêvé. C'est ça. Et c'est ça le truc qui manque. Et souvent aussi on oppose Bielsa à Deschamps, a raison, je pense. Et un autre truc, c'est que Deschamps... L'inverse, Bielsa et Deschamps. Voilà, mais Deschamps, il va pas venir à l'OM en 2020. Il viendra pas à l'OM parce qu'il a aucune chance de remporter le titre. Et Deschamps, si moi j'accepte qu'il joue mal, c'est parce que Deschamps, il me fait vraiment gagner un titre. Il me fait pas finir deuxième en jouant mal toute la saison. Il me fait gagner. Donc il y a tous ces trucs-là qu'il faut prendre en compte quand on juge la saison de Marcelo Bielsa à l'OM. Et je pense que c'est pour ça que même si ces sentiments-là n'étaient peut-être pas toujours verbalisés, le supporter marseillais les a gardés au fond de lui quelque part. Moi j'avais une question que je voulais te poser. Si tu dois comparer la saison de Bielsa et la saison de Rudi Garcia lorsque l'Olympique de Marseille arrive en finale d'Europa League, est-ce que pour toi c'était un peu... on a vécu la saison de la même manière ou il y avait quelque chose qui changeait, que c'était différent? Non, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait une identification aux joueurs, mais il n'y avait pas d'identification à l'entraîneur. Rudi Garcia n'était pas... Enfin, on commence la saison quand même en allant se prendre une dérouillée 6-1 à Monaco avec Rudi Garcia. Donc ça marque un petit peu, surtout que tu en avais pris quelques-unes la saison précédente, avec un recrutement qui avait été annoncé comme grandiose et au final qui n'était pas grandiose, même s'il était quand même, somme toute, plutôt... Enfin, il y avait des plus et des moins, quoi. Il y avait Mitroglou et Gustavo, on va dire. Et... donc ouais, en effet, il n'y avait pas ça. Il y avait quelque chose de différent qui est peut-être plus classique, qui est extraordinaire, mais c'est la folie de la Coupe d'Europe. Sans la Coupe d'Europe, cette saison de Rudi Garcia, malgré le nombre de points, etc., aurait été beaucoup plus ennuyeuse en fait. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on aurait eu le même nombre de points si on ne fait pas ce parcours en finale d'Europa League. Mais après, tu as ce truc que l'OM a, qui fait que tu as ces matchs de Coupe d'Europe qui sont extraordinaires. Et voilà, Rudi Garcia a du crédit pour les avoir joués, mais je pense que c'est plus naturel à Marseille, en fait, à l'Olympique de Marseille, d'avoir cette folie de Coupe d'Europe. Ouais, Enzo, tu as une question pour Mourad? Ouais, avant de poser la question moi, que j'ai pour Mourad, pour revenir sur l'année Bielsa, voilà, moi ce que je retiens de l'année Bielsa, c'est finalement qu'il n'y a pas eu de Ligue des Champions, il n'y a pas eu de résultats entre guillemets à la fin. Parce que oui, Marcelo Bielsa nous a fait rêver, parce que c'était dans une époque un peu de
c'était mou un peu à l'Olympique de Marseille. Il y avait pas, on sortait d'une année compliquée et Marcelo Bielsa, quand il est arrivé, eh ben, au final, il a redonné l'espoir à tous les supporters marseillais. Il a ramené les supporters au stade. Ça, par contre, ça, il faut le souligner parce que Marcelo Bielsa, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est un passionné du football. Et quand on est passionné du football, on aime voir Marcelo Bielsa. Moi, le seul point négatif, c'est bien sûr la qualification en Ligue des Champions qui n'est pas arrivée à la fin et sa personnalité à lui, parce que finalement, il n'a pas vraiment donné de raison à son départ à la fin. Malgré les choix avec La Brune, on sait que c'était très compliqué entre les deux. Mais voilà, et moi, la question que j'ai à te poser, Mourad, c'est, bon, bien sûr, on rêve, hein, mais est-ce que tu pourrais voir Marcelo Bielsa encore une fois à l'Olympique de Marseille ? Ah non, je suis pas du tout pour les retours et je regarde tous les matchs de Leeds et j'aime beaucoup le voir à Leeds. Mais je suis pas du tout pour les retours. Je pense qu'en règle générale, c'est souvent de mauvaises idées. Et puis je pense que même Marcelo Bielsa, s'il doit faire un retour quelque part, ce sera plutôt au Newell's Old Boys pour s'occuper de la formation, etc. Mais par contre... mon gros regret en fait sur l'année Bielsa, parce que hormis, tu vois, pour revenir sur ce truc en qualification en Ligue des Champions, je pense que c'était vraiment, tu vois, ça c'est presque, ça manque de magie, ça manque de panache, tu vois, juste la qualification en Ligue des Champions, c'est pas ça Marcelo Bielsa, c'est tu vas jouer le titre avec Morel, Fanny, Djadjedje et Mendy qui à l'époque devait faire manger un rat à Eric Dimeco s'il allait en équipe de France. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est le rêve, c'est pas le foot normal que l'on a, le foot un peu ennuyeux que l'on a aujourd'hui. Donc au final, les supporters, toi, tu penses qu'ils préfèrent par exemple une saison comme cette année avec André Villas-Boas ou une saison comme avec Marcelo Bielsa Je peux pas parler pour les supporters. Sûr, je pense que les supporters, ils veulent tout et qu'on leur donne trop souvent que des résultats. Mais ils veulent des résultats aussi. Donc on peut pas dire qu'en effet... tu vois, il n'y ait pas quelque chose qui leur reste en travers de la gorge, mais c'est ce que je montre aussi dans ce livre, c'est que beaucoup de supporters marseillais qui maintenant se déclarent anti-Bielsa, en fait, c'est parce qu'il est parti comme ça. Et qui te disent, oui, il y a un peu de ça. Bon, ok, il y a 70% de ça. Il nous a abandonnés. Comme un voleur, on va dire. Alors que lui n'estime pas qu'il est parti comme un voleur. Il explique avoir donné les raisons. Et si André Villas-Boas part... Enfin, déjà, Marcelo Bielsa, je pense qu'il aurait dû partir à la fin de la saison et pas au début de la saison, etc. Ça aurait été différent. Mais si André Villas-Boas part, ce sera comme avec Bielsa. C'est-à-dire qu'on le saura déjà, qui peut partir. Qui nous a déjà donné... On a déjà eu les alertes. Il nous a déjà donné, il a déjà verbalisé ses alertes, il nous les a déjà expliquées. Et Marcelo Bielsa, c'était la même chose. On se souvient que le mercato précédent, ça s'était très mal passé. Il avait dit qu'on n'avait pas fait ce qu'on lui avait dit qu'on allait faire. Et là, avec Vincent Labrune. Voilà. Et là, encore une fois, la direction ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc voilà. Et au final, j'ai oublié ta première question qui devait... Le retour de Marcelo Bielsa. Oui, non. Après, non, oui, voilà. Tu vois, mon gros regret, en fait, finalement, c'est que on est complètement dilapider l'héritage Bielsa. C'est que Bielsa te fait pas gagner, mais il crée quelque chose, il crée une manière de jouer au foot, il crée une manière d'aller vers l'avant, etc. Et après, il te faut quelqu'un qui soit peut-être plus capable d'aller gagner des trophées. Non, parce qu'il faut quelqu'un qui soit dans cette mouvance-là. Donc Villas-Boas peut l'être par moment, même s'il est beaucoup plus pragmatique. Mais le Chili par exemple, a été prendre Sampaoli et le Chili a gagné la Copa América, était en finale et nous, il aurait fallu aller chercher quelqu'un comme ça et pas Mitchell. Dans tous les cas, il faut jamais aller chercher Mitchell. Donc voilà. Saison très compliquée avec Mitchell. On va parler maintenant d'un sujet qui touche tous les sports. Hier au Portugal, Moussa Marega, joueur du FC Porto, a quitté la pelouse suite à des cris racistes à son encontre à Guimarães. Pour rappel, en novembre dernier, c'est le Brésilien Tyson qui a été expulsé pour avoir craqué, là aussi suite à des cris racistes, ce qui remet au cœur du débat le racisme dans le sport. Justement, toi, Mourad, tu as fréquenté les stades ukrainiens. As-tu vu ou assisté à des actes racistes sur les terrains ukrainiens ? Ah oui, clairement. Clairement, une fois, j'étais en parkage avec les ultras du Dynamo Kiev, parce que j'en connaissais quelques-uns. J'ai vu des trucs un petit peu chauds quand même, on va pas se mentir. En effet, donc, il y a un vrai problème de racisme qui existe en Ukraine. Après, ce qui m'a longtemps embêté, c'est que les pays de l'Est ont souvent été les seuls qu'on a mis devant leurs responsabilités, alors que ces actes-là, ils le méritaient, attention, mais ces actes-là odieux qui existent dans ces pays-là, ils existent aussi au Portugal, comme on l'a vu, ils existent aussi en France, ils existent aussi en Italie, ils existent
existe aussi en Espagne, on se souvient, en Angleterre, je n'ai pas d'exemple en Angleterre, mais je suis persuadé que ça existe. Avec un Chelsea-Manchester City, des cris racistes des supporters de Chelsea à l'encontre de Sterling. Et D'accord. Bon, aussi Raheem Sterling avec les journaux aussi, beaucoup de... Ouais, bon après, parce que la première ligue, pour moi, c'est vraiment le football beaucoup trop financiarisé, mais je préfère le Championship maintenant, surtout qu'il y a Leeds. Mais voilà, après, dans tous les cas, comme tu le dis, voilà, t'as ces problèmes partout, et il faut arrêter d'être dans la demi-mesure ou dans la demi-sanction, on l'a encore vu avec Balotelli récemment en Italie, on l'a vu avec Tyson, donc en effet, c'était quand même... Et puis, en Ukraine, il y a clairement des problèmes à ce niveau-là. Donc, en effet, il faut régler ça de manière intelligente. Comment tu penses les régler, ce problème? C'est les instances. Moi, personnellement, je pense que les instances agissent. Oui, c'est clair qu'il faut que les instances réagissent. Il faut que tout le monde du football soit solidaire. C'est-à-dire que, pas comme on a vu avec Marega, que ses coéquipiers lui disent non, il ne faut pas sortir. Il faut que tous les joueurs sortent. Et que quand tous les footballeurs sont sortis, les instances derrière suivent et ne sanctionnent pas le club qui réagit par rapport à ça. Il faut aussi punir sévèrement ce genre d'actes dans les tribunes, parce que quand je vois qu'on punit des mecs qui allument des fumigènes, mais on arrive à le retrouver, et là on n'arrive pas à le retrouver. Ouais, on arrive plus difficilement à les retrouver ceux-là. Donc voilà, dans tous les cas, il y a tout un travail d'ensemble qui doit être fait, des acteurs du foot, des footballeurs, des journalistes aussi qui doivent vraiment condamner avec force ces actes, et des instances qui doivent prendre leurs responsabilités et pas te mettre des patchs. Une fois, le Dynamo Kiev, il y avait eu un truc, et donc ils avaient été condamnés à mettre No to Racism sur leur maillot. Oui, génial, ça a changé les choses, c'est sûr. Donc voilà. Enzo, tu veux réagir? Moi, c'est scandaleux dans l'époque où on vit de voir encore des choses pareilles. Je prends l'exemple de la NBA, par exemple, qui à chaque cri raciste, le supporter est retrouvé et renvoyé du gymnase, du stade, et le match est arrêté. Le match est arrêté jusqu'à ce qu'on n'a pas retrouvé la personne en question. Donc je pense que les instances du football doivent se réunir autour d'une table et doivent prononcer des sanctions fermes et révocables pour les supporters comme cela. Des exclusions à vie, et même comme l'a dit Mourad, que les joueurs, que les journalistes, que les supporters, tous, il faut tous se mettre en action contre le racisme. Parce que j'ai même pas les mots pour avoir ce type de comportement. On l'a vu comme vous l'avez dit, avec Mario Balotelli, hier avec Marega. Vous vous rendez compte que ses propres coéquipiers ne le soutiennent pas, ou presque pas. Je trouve ça, c'est même pas intelligent. Même le coach, on ne sait pas s'il est d'accord ou pas. En plus, l'arbitre lui met un carton, Tyson a été expulsé. C'est vraiment dramatique dans l'époque en plus dans laquelle on vit. Ça fait longtemps, Mourad, que ça existe. On se souvient à l'OM, le goal Joseph-Antoine Bell, déjà qui recevait des pots de bananes. Ah, mais là, la différence, c'est qu'à l'OM, tu as eu des virages qui ont été, entre guillemets, nettoyés. C'est-à-dire que tu as certains membres de groupes de supporters qui sont parfois décriés, sans doute à raison, pour certaines choses, qui ont, dans leur jeunesse, vraiment combattu avec force ce genre de mouvance dans les tribunes. Donc, en fait, ça, oui, avec cette histoire des bananes et de Joseph-Antoine Bell, ça a disparu à Marseille, et heureusement, des fois, il y a certains doutes. On me dit, oui, tu devrais creuser un peu vers ce groupe-là, mais de manière, générale et de manière publique, les groupes se déclarent même antiracistes, et c'est une bonne chose. Mais après, c'est un peu une particularité de Marseille, de qui sont les responsables des groupes de supporters, etc. Donc ça ne peut pas suffire. Mais quand je vois, par exemple, en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez des matchs qui étaient arrêtés pour l'homophobie. Et alors, c'est une vraie cause, l'homophobie, il faut lutter contre l'homophobie. Mais je me dis, mais on n'a jamais fait ça contre le racisme. Alors que là, ça prête pas du tout à confusion, parce que l'homophobie, et certains supporters pouvaient dire oui, bon, c'est du folklore dans le sens des mots qui sont utilisés, que je vais les utiliser plus simplement pour insulter quelqu'un. Voilà, mais là, le racisme, non, il y en a pas. Quand on n'en parle plus trop derrière de l'homophobie. Oui, parce qu'il y a eu un mouvement qui a été voulu par les ministres en question, etc., pour faire un peu une hype sur le sujet, qui est un sujet sérieux, et ces sujets-là, ils méritent plus que de la hype, ils méritent d'être traités sérieusement, et très sérieusement, quoi. Et puis il y en a d'autres
Il y en a d'autres qu'on voit sortir. Enfin, le football comme le sport en France doit vraiment faire son autocritique. Et quand on voit les problèmes aussi de pédophilie qui ont pu surgir, il faudrait aussi creuser là-dessus. Donc voilà, beaucoup de problèmes en France. Les gars, un dernier mot sur le sujet ou Un petit dernier mot, c'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, moi j'aurais aimé plutôt voir voilà, les joueurs du FC Porto et même du Guimarães soutenir vraiment Marega, et ce qu'ils devraient faire, c'est que pour vraiment que les instances prendront des décisions, il faudrait que les joueurs quittent tous ensemble le terrain, arrêter le match, dire vu qu'il y a eu ces cris racistes là, on arrête le match, on ne joue plus, et c'est là que aussi même les supporters ils se remettront en question, ils agiront peut-être autrement, parce que là ça va toucher peut-être au portefeuille déjà des supporters. Voilà, la rencontre sera stoppée, donc il faudrait déjà que ça parte premièrement par les joueurs qui vraiment quittent tous ensemble le terrain, et pas qu'ils essayent de dire à Marega de ne pas quitter la pelouse. Et il avait sa décision, c'était pris, il voulait quitter le terrain. Ils auraient dû le suivre en tout cas. Et puis même, j'ai envie de dire aussi, les coachs doivent peut-être faire quelque chose. Je me souviens c'était l'année dernière ou l'année d'avant, Ancelotti, qui avait dit on aurait dû sortir du terrain, tout ça, qui avait regretté le fait qu'après c'était quoi, Roma Naples ou Juventus Naples? Je ne me rappelle plus, mais je me rappelle qu'il avait réagi. Des insultes racistes suite pour Koulibaly. Et je pense que c'est là aussi où des fois dans ce football, et c'est pour ça que Marcelo Bielsa n'a jamais eu affaire de cette manière-là au racisme, mais c'est pour ça aussi que des fois il t'apporte autre chose. Tu te dis oui, lui il va peut-être le faire comme l'an dernier lorsque les joueurs d'Aston Villa disaient que le but que Leeds avait marqué n'aurait pas dû être accepté parce que l'un d'entre eux était au sol et qui pensait que ça allait faire faute. Et il a forcé son équipe à prendre un but, et il y avait notamment un défenseur central qui voulait pas les laisser marquer un but, mais il a dit laissez-les marquer, et puis voilà, on continue d'une manière différente. Et c'est ce genre de geste fort sur un sujet beaucoup plus sérieux dont on a besoin au niveau du racisme. Des gens intelligents. Voilà, des gens intelligents et qui ont le courage de ne pas simplement suivre les enjeux financiers dans le football. C'est plus que des enjeux financiers, le football c'est plus qu'un jeu. Merci Mourad Hartz d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle la sortie de ton livre OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle aux éditions Amphora. Et on se retrouve pour un petit quiz dans quelques instants. Ça va, tu es prêt? Quand vous voulez. Je connaissais pas le sujet du quiz, par contre. C'est quoi le sujet du quiz? 120 ans de l'Olympique de Marseille. Allez, voilà. Ça va, c'est un sujet que je maîtrise. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao.